Les productions Wilhelm Simpson présentent Herman. Aujourd'hui, Herman dans Spider-Herman. Il y a bien longtemps, en fait pas si longtemps que ça, mais faut pas le dire, vivait un homme, qui vit toujours d'ailleurs. Un homme, disais-je Un homme, disais-je, qui s'appelait Peter Parker, ou en bon français, Pierre Stationneur. À cette époque, avoir le nom d'une entreprise créant des jeux de société craignait un max. Aujourd'hui, c'est encore pire. Peter Parker ignorait qui étaient ses parents. Sa seule famille se constituait de sa tante E, de son prénom May. Non pas parce qu'elle était carrément chèvre sur les bords, mais parce qu'elle était née en mai. Ce fut donc May qui prit tagada soin de Peter, après qu'il naisse et durant toute sa jeunesse. Puis la période de l'adolescence vint, et tous les problèmes que cela entraînait avec. May reprochait souvent à Peter de s'intéresser de trop près à sa Mary Jane, en bon français Marie-Jeanne, ou Marie-Juana, comme l'appelait son professeur d'espagnol. Cela attristait d'autant plus Peter, car celle qu'il convoitait depuis des années déjà s'appelait Mary Jane, ou Marie-Jeanne, ou Marie-Juana. La période des cours était difficile, elle aussi. Forcément, à 17 ans, on n'est pas responsable. Et cela, à cause d'une personne. Et oui, un dénommé Flash Gore donnait souvent des coups dans le dos de Peter, qui aurait aimé pouvoir se fâcher contre Flash. Un jour où ils avaient un contrôle, Flash arriva devant Peter et lui dit « Alors, t'as appris par cœur ?» Énervé par le jeu de mots pourri, Peter, photographe à 16 heures, entre minuit et 5 heures du matin, sauf jours ouvrables, se fâcha et flasha avec son Flash qui se fâcha. Cette situation continua jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de piles dans le Flash. Mais un jour, tout changea. Peter Parker n'était plus le même. Il était différent. Désormais, il pourrait sauver New York City du crime et de la dépravation. Et oui, New York. Faut croire que le mal est ancré dans cette ville. Malgré l'intervention de 73 super-héros différents, les maîtres du mal régnaient toujours sur New York City. Désormais super-zéro, Peter se devait de se trouver un costume kitsch, moulant et fluo. Malheureusement pour lui, Peter ne connaissait strictement rien à ce gouffre afrique que certains appellent mode. Mais May lui avait fait connaître un super-héros. Herman, le seul héros en combinaison bleu et rouge. Une fois emprunté dans le magasin de déguisement du coin, Peter revêtit la combinaison qui l'avait toujours fait rêver. Mais en se regardant dans la glace, Peter vit qu'on l'avait roulé. Il avait volé un déguisement de Wonder Woman. Peter prit donc des cours du soir pour apprendre la couture, obtint son diplôme au bout de 6 mois et 13 jours, et créa finalement son propre costume. Il lui fallait désormais trouver un nom unique. Pour passer inaperçu, il décida tout d'abord de traduire son prénom en français. Peter devient Pierre. Ses recherches commencèrent et il trouva bien vite des pseudonymes. Super Pierre, Lance-Pierre, Hache de Pierre, Pierre à feu, et finalement Obi-Wan Kenobi. Mais un problème survint. Il se rappela que tous les super-héros avaient un nom en man. Plusieurs noms lui semblaient intéressants. Batman, Invisible Man, Manix, comme dans la série télé Bande d'obsédés, Jaman, Saruman ou encore Hatman. Mais au final, Peter ne sut se décider. Hatman lui plaisait bien, mais Peter n'avait pas de chapeau masqué, c'était donc mal barré. De plus, à New York, personne ne portait de chapeau. Repensant au fait de traduire son prénom en français, Peter songea un instant à changer de sexe et à déménager pour Paris, où on aurait alors pu l'appeler Nymphomane. Quelque temps plus tard, Peter apprit qu'il était d'origine allemande. En effet, son véritable nom était Mann. Monsieur Mann, Herman. Comme il avait as de trèfle qui pique ton cœur par une araignée, il décida de combiner ces deux éléments en un seul. Et oui, le petit chimiste de génie qui était Peter avait l'habitude des shampoings 2 en 1. Un nouveau super-héros était finalement né, 18 ans après sa naissance. Son nom était Spider-Herman, ou Spidey pour les intimes. Spider-Herman, plus communément appelé Speed-Herman, ou en français, Dépêche-toi Herman. Et le repos du guerrier vint après le repas du guerrier sur les pas du guerrier, sauf qu'il n'y avait pas de guerrier. Épuisé par toutes ces aventures, Peter remarqua qu'il se faisait tard. Il devait rentrer chez lui. C'était bien connu. Va donc chez Spidey. La suite au prochain épisode.
Les productions Wilhelm Simpson présentent Herman. aujourd'hui Herman dans Sup Herman. Krypton, une planète éloignée dans les tréfonds glacés de l'espace, réputée pour ses piles. Les fameuses pilocryptons. Pendant près de 5000 ans, la planète connut une longue ère de vie et de prospérité, qui s'acheva de manière tragique. En effet, l'exploitation intensive des carrières de krypton mena à un déchirement de la croûte planétaire et finalement à l'implosion de l'astre. Sachant sa planète condamnée, le roi de Krypton, Jor-El, décida de confier la pile de dossiers restants à sa femme. Et oui, sur Krypton, tout le monde était consciencieux. Si les piles étaient la spécialité de la planète, les piles de dossiers non traités étaient plutôt mal vues. Profitant de ces derniers instants de solitude, Jor-El décida d'aller voir ses nouveaux clonés, un garçon et une fille. Il prit alors la plus importante décision de sa vie. Il devait sauver la population de Krypton. Mais il n'avait le temps de sauver qu'un seul membre de son peuple. Ce serait un des deux enfants qui bavaient dans leurs incubateurs, sa fille ou son fils. Jor-El, en bon kryptonien qu'il était, décida de tirer à pile ou face. Pile Duracell, face Kal-El. C'est alors qu'une distorsion spatio-temporelle fit apparaître deux humains de la planète Terre, Blattman et Double Face. Ce fut une illumination pour Jor-El. Pour fixer au mur l'armoire qu'il avait achetée des années plus tôt, il lui fallait du ruban adhésif Double Face. Après 20 ans de recherches acharnées, il avait enfin trouvé la solution. Quand le vortex se referma, Jor-El sut quel choix il devait faire. Double Face à pile ou face, ça donnait toujours face. Il devait donc sauver Kal-El et l'envoyer sur la planète Terre d'où venaient les deux hommes qu'il avait entreaperçus. Jor-El s'exécuta. Il lui fallut très précisément 7 secondes, 9 dixièmes et 3 centièmes pour terminer la programmation de la capsule. Il lança alors le compte à rebours et s'enfuit lâchement, laissant par là même sa fille Duracell. Mais Jor-El avait oublié que son fils se trouvait dans un incubateur et non pas dans une capsule spatiale. Quand le conteneur décolla, il arracha au passage un gros morceau du sol kryptonien. Dans sa gangue de pierres et de métal hurlant, Kal-El s'éleva vers d'autres cieux avant de se diriger vers l'infini et au-delà. L'implosion de Krypton eut pour résultat l'effondrement du soleil de la planète. Un trou noir se forma et attira la capsule de Kal-El. Mais au lieu d'être broyé, le dernier des Kryptoniens poursuivit son paisible voyage dans le trou de verre, défiant par là même toutes les lois de la physique dans le seul but de continuer cet épisode d'Herman. Quand Kal-El et son vaisseau ressortirent du trou noir, ils avaient atteint notre système solaire, ayant parcouru des milliers d'années-lumière sans pour autant avoir vieilli. L'incubateur, dont les pilocryptons avaient une durée de vie importante, mais bon, faut quand même pas exagérer non plus, se trouva attiré par les forces gravitationnelles de la Terre qui, coup de bol, était la seule planète habitée dans le coin. C'est ainsi qu'un beau soir d'été, le 4 juillet, un joli feu d'artifice frappa la petite ville de Smallville. Quel beau pléonasme. Smallville dans le Kansas. Vous aurez beau chercher, vous ne trouverez jamais cette ville. Normal, elle est tellement petite qu'elle n'apparaît pas sur la carte. Et pourtant, c'est dans ce petit bourg que la vie de John et Martha Kent allait définitivement changer. Vous allez me dire que s'appeler Kent et vivre au Kansas, c'est aussi logique que s'appeler Langlois et habiter en France. Toujours est-il que ces deux fermiers, trouvèrent dans leur jardin un grand tube de métal bleu qui contenait un enfant. Ne pouvant avoir de descendance, John et Martha décidèrent d'adopter l'enfant sans pour autant savoir d'où il provenait. Pas d'acte de naissance, pas de parents, rien. Mais ils n'eurent pas pour autant de problèmes administratifs, heureusement pour notre histoire. Les nouveaux parents furent alors confrontés au pire des choix, celui du prénom de leur enfant. Heureusement, leur auteur préféré était Mary Higgins Clark. Comme il s'agissait d'un garçon, le prénom Mary fut mis de côté. Comme ils n'étaient pas non plus fans de la série Magnum P.I., ils écartèrent également Higgins. Restait donc Clark. Comme Clark Gable, alias Rhett Butler, dans Autant n'emporte le vent. Pas génial non plus comme film. Au final, John et Martha se tournèrent vers un autre prénom, Herman. Ce prénom avait l'avantage d'être peu commun et surtout de sonner très local. Avantage non négligeable en cas de 26e guerre mondiale. Le petit Herman grandit donc au milieu des bêtes de scène obscènes de la petite ville de Smallville. Son enfance fut normale, si avoir une vie normale signifie toujours quelque chose aujourd'hui. Mais un jour, tout changea. Au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je fais exprès d'utiliser tout le temps la même phrase choc. Et en réalité, il fallut un peu plus d'une journée pour que tout change. Mais c'est moins dramatique. Durant cette période, la taille d'Herman augmenta bien plus qu'elle ne l'avait fait par le passé. C'était impressionnant. En outre percé, son corps se couvrit d'un duvet. Mais cela ne gêna pas Herman qui aimait depuis des années dormir à la Belle Étoile, le camping 3 étoiles du coin. Le véritable bouleversement dans la vie d'Herman fut sans doute l'apparition de pouvoir. Pouvoir, être capable de, avoir la faculté, la possibilité de. Rapidement, l'adolescent se découvrit la capacité de voler.
l'escalier, je vais me faire repérer. Ok, la réserve de bière doit être par là. Herman, c'est toi? Le vent. Fermons cette fenêtre et... Ah. Mais que se passe-t-il? Herman, Hein? tu n'as pas entendu? Entendu quoi? Non, rien. Pense à fermer ta fenêtre. Il y a des courants d'air. Ok. Bonne nuit. Heureusement que j'ai pu voler jusqu'à ma chambre. Au moins je me suis pas fait choper en train de voler de la bière. Mais au-delà de son aptitude à voler, Herman développait d'autres capacités. Super intelligence. 1 + 1 = 1. Excusez-moi, ça c'était Jean-Claude Van Damme. Super oui. Tu pourrais pas mettre moins fort. Super respiration. Je peux retenir mon souffle pendant 10 minutes. Super vitesse. Vous avez jusqu'à... Herman? J'ai fini, madame. Je peux m'en aller? Super force. Herman, frappe à la porte, s'il te plaît. J'ai dit frappe, pas défonce. Vision télescopique. Herman, quand je te dis de faire attention à tout, je ne parle pas du décolleté de la conductrice qui est 500 mètres devant. Vision thermique. Waouh, elle est chaude. Et finalement, le pouvoir préféré d'Herman, la vision à rayon X. Rayon X, rien que le nom m'amuse. Voyons voir ça. Oh, putain, mais c'est crade, on voit que leur zoo. Zoo, un mot qui qualifiait Smallville en ces temps de disette et de misère. Ah, pardon, je me suis trompé d'histoire. Et Herman, qui en avait sa Clark des Kent, décida de partir. Oui, comme ça, juste pour se marrer. Sa destination était Métropolis, ville qui à première vue portait mal son nom. En effet, il n'y avait pas de métro mais un tramway. Quant à la police, elle était plus corrompue que les pires malfrats du coin. Les repris de justice avaient même organisé une manifestation qui avait repris de justesse sa direction originale. On ne pouvait plus exercer le métier de voleur tranquillement de nos jours. Une manifestation, c'était l'une d'entre elles qui allait changer la vie d'Herman. Ce dernier avait en effet décidé de devenir journaliste et de s'inscrire à l'école supérieure de journalisme. En se dirigeant vers l'école sup, Herman se retrouva pris dans un délire de couleurs et de costumes. Il n'avait jamais rien vu de tel, et fut particulièrement surpris quand un jeune homme de son âge l'attira faiblement par la main. Au coin d'une rue, Herman réussit toutefois à s'extirper de la foule. Il se dirigea vers le magasin le plus proche, dans lequel il entra. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe dehors? Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant. Au courant de? Eh bien, c'est la Gay Pride. La quoi? Ah oui, ils ont renommé ça Marche des Fiertés. Comment je peux traverser la rue sans être gêné? Il vous faut un costume. Un costume? Adapté, bien sûr. Celui-ci, par exemple. C'est en taille 8 ans. Je crois que ça va être un peu trop petit, non? C'est volontaire. Si vous le dites. Herman revêtit un déguisement moulant bleu et rouge avec une cape rouge elle aussi. Et oui, tous les super-héros achètent des déguisements moulants bleu et rouge ridicules. Enfin, le ridicule ne tue pas. Mais boire trop de rouge et bouffer du bleu, si. Vous croyez que ça va m'aller? Vous suivez tout à fait la mode gay de Métropolis. Métropolis, oui, Métropolis. Ville ni du métro, ni de la police. Métropolis comme métrosexuel. Métrosexuel de l'anglais métropolitain. Qu'est-ce que je disais? Sexual. Ce terme désigne un hétérosexuel qui adopte le code vestimentaire des homosexuels. Dans le cas présent, Herman. Merci pour l'info. De rien. Ainsi vêtu, notre ami Herman s'inséra dans la foule qui bougeait comme un seul homme. Ce fut alors que le jeune homme tomba sur le char Rasta. Un homme au dreadlock le vit, sortit son énorme cigare et lui dit « Ton costume, Superman !» Ce fut la révélation pour le jeune de Smallville. Il se servirait de ses pouvoirs jusque-là inutiles pour mettre la police de Métropolis en prison. Mais pour l'instant, il devait étudier. Oui, il irait en Superman. Il sourit en se disant que les coïncidences n'existaient pas. C'était son destin, sa destinée, sa vie. Quelques années plus tard, Après de longues années d'études, Herman était enfin journaliste. Comme l'idole belge de son enfance, Jean-Claude Van. Tintin. Il pourrait sillonner le monde à la recherche d'épaves sans intérêt, de momies incas maudites et de yétis mal lunés. Et grâce à sa capacité à voler, il ne perdrait ni temps ni argent à l'aéroport. C'est quand même cool d'être un super-héros. Désormais journaliste, Herman se devait de trouver un job décent, autrement dit un boulot bien payé. Coup de bol ou simple piston, il trouva une place au Daily Planet Hollywood.
Un restaurant qui chaque semaine vous servait les informations après 2 heures d'attente à se les geler dehors. Ce fut là qu'il la rencontra, Lois Lane, une journaliste prête à coucher avec n'importe qui pour avoir son nom à la une. Bah moi je veux bien coucher avec elle, hein, si elle peut avoir son nom à la une après. Mais Lois ignorait Herman qui après tout n'était qu'un simple scribouillard. Et pour se soulager, Herman alla se soulager aux toilettes. Et à ce moment-là, il l'entendit. Le sang d'Herman ne fit qu'un tour. Il devait trouver cette personne au plus vite. Pour la faire taire. Herman avait toujours sa super ouïe et quand quelqu'un criait, il l'entendait 10 fois plus fort qu'un être normal. Autant dire que ce n'était pas vraiment agréable. Il fallait que cela cesse au plus vite, mais Herman n'avait pas le temps de remettre ses vêtements bien. Heureusement, il portait en dessous de ceux-ci son déguisement rouge et bleu. Herman n'hésita pas. Ainsi vêtu, personne ne le reconnaîtrait. C'est d'ailleurs depuis ce jour qu'Herman se transforme dans des toilettes qui ressemblent à des cabines téléphoniques. Il sortit en trombe des toilettes et s'envola hors du Daily Planet Hollywood. En 3 minutes et 10 secondes, il sauva la donzelle en danger qui c'était. Bon, on s'en fout. L'important, c'était qu'Herman l'avait sauvée. C'est cool. Et maintenant, il l'a ramenée chez elle en volant. Mais qui êtes-vous? Appelle-moi Herman. Herman. Je parie qu'en fait t'es qu'un lâche. Et Herman la lâcha. Bah quoi, elle m'a dit de la lâcher. Mais malgré cet incident, une légende était née. Ah bon? Laisse-moi deviner. Star Wars. Mais non, imbécile. Désormais, tout le monde connaissait Herman sous le nom de Herman. C'est moi. Ouais, lui, ce qu'il fait, c'est trop la misère, là. C'est pas Superman, c'est Doberman. Un véritable phénomène Superman s'instaura après cet événement. Le super-héros de Metropolis était partout. En couverture des journaux, à la télé, sur les savons, les boîtes de pâté pour chiens. Et sa tête apparaissait même sur une boîte de pèse, la récompense ultime. L'image de Superman se monnayait pour beaucoup d'argent. À tel point qu'Herman dut songer à modifier son apparence pour ne pas être reconnu. Alors que les autres super-héros portaient des masques de tissu d'1 millimètre d'épaisseur avec modificateur de voix intégré, Herman gardait la tête à découvert et les idées froides. Il décida alors d'avoir 2 looks radicalement différents. Un pour Herman, l'autre pour Superman. Quand il était Herman, il était bien coiffé et portait des lunettes inutiles. Quand il se transformait en Superman, il tombait les lunettes et se mettait de la gomina dans les cheveux. Et oui, Herman était secrètement fan de John Travolta dans Grease. Ce changement physique était peu important, mais bon, les gens étaient tellement stupides qu'ils ne s'en apercevaient même pas. C'était tant mieux pour Herman. Remarquez, au début, il le confondait avec un avion. Regardez! C'est un oiseau! C'est un avion! C'est l'Enterprise! Mais non! C'est Superman! Salut! Profitant de son nouveau statut de sexe symbole, super-héros et super-héros AUT de la cause métrosexuelle, Herman utilisa ses pouvoirs pour inscrire son nom dans toutes les catégories du Guinness Book. Le fameux livre de la bière, des records. Il fut même l'instigateur de la fameuse discipline Tour du monde en volant sans avion en moins de 2 secondes. Mais ce succès attira aussi des ennemis à Herman. Le pire d'entre eux était un riche homme d'affaires, Lex Luthor. Et un jour, la confrontation qui devait arriver arriva. Je t'attendais, Superman. Désolé, j'avais un rendez-vous chez le dentiste. Fais pas le malin, tu sais très bien ce que je veux. Un ticket pour la finale de Roland-Garros? Je veux ma montre. Tu te fous de moi, là? Je ne rigole pas. Et comment aurais-je obtenu ta montre? C'est elle qui te l'a donnée. Tu pourrais être plus précis parce que des L, j'en connais vraiment. Lois Lane. Elle? C'est ce que je disais. Elle. Et galère. Et oui, en devenant célèbre, Herman avait pu sortir avec plein de femmes différentes, dont Lois Lane, sa collègue de bureau. Or, il se trouvait que Lois était l'ex de Lex et qu'elle possédait la Rolex de Lex. L'ex d'Herman était donc l'ex de Lex et la Rolex d'Herman était l'ex-Rolex de l'ex de Lex et l'ex-Rolex de Lex. Vous me suivez? Trop la misère. Lex entendait donc se venger de son ex qui avait offert son ex-Rolex à son ex, Herman. Je connais ton point faible, Superman. La cuisine? Ceci. Lex Luthor sortit alors de sa poche une météorite qui se mit à luire. De la kryptonite. Alors c'est comme ça que tu l'appelles, hein? De la kryptonite. Goûte-moi ça un peu. Et oui, par le passé, Herman avait déjà vu de la kryptonite, celle qui était arrivée avec son incubateur. Et il savait également que la kryptonite était son seul point faible, la seule et unique chose contre laquelle il ne pouvait résister. Luthor lança la kryptonite sur Herman qui la bloqua entre ses dents, tel Robert Houdin avec une balle de revolver des décennies plus tôt. Mais à l'étonnement général, Oui, amiral. la kryptonite n'était pas nocive. Elle a un goût de fraise? On m'avait dit en plus que cette kryptonite rose bonbon n'était pas comme les autres. Si seulement il ne m'en restait pas 150 mégatonnes. 150 mégatonnes?
Ouais, et brute en plus. Et si on créait des bonbons Superman pour les enfants? Lex, qui, comme je l'ai déjà dit, était un homme d'affaires, ne put refuser l'offre. Herman et Lex commencèrent à discuter du packaging du nouveau bonbon et ils devinrent les meilleurs amis du monde. La suite, au prochain épisode. Dimanche 25 septembre 2005. Bonne fête à tous les Herman. Trop la misère cette série, je te le dis moi. C'est pas Superman, c'est Doberman. Trop la misère.